Bonjour, nous sommes le mercredi 27 août, il est 2h moins le quart de l'après-midi, et je voudrais vous parler d'un certain nombre de problèmes qui sont liés à la recherche astrologique, et notamment le fait que, au fond, quelque part, cette recherche est par certains côtés trop facile, et en ce sens-là, elle est suspecte. Tout chercheur qui se respecte au cours d'une carrière a vu à quel point on pouvait lire tel et tel événement avec des grilles extrêmement différentes, et que dans chaque cas, l'événement, le fait, venait conforter la grille en question, quelle que soit cette grille. C'est la polysémie des événements qui se prête à cela, et pour savoir quelle est la signification profonde d'un événement, eh bien, il faut toute une contextualisation, et cette contextualisation est seule garante de la dimension appropriée du jugement et de la qualification de l'événement. Dans bien des cas, comme je l'ai déjà dit, je crois, un événement se prête à plusieurs lectures. Et comment peut-on sortir de cette difficulté qui est en même temps une facilité, évidemment? Moi qui travaille sur la dualité, sur la binarité, je m'aperçois que malheureusement, un même événement peut être lu avec une grille A et une grille B, alors que ça veut dire exactement l'inverse. Prenons le cas de la guerre des 6 jours. Un événement que je connais parfaitement, puisque cela m'a marqué dans mon histoire personnelle, et que j'y suis allé quelques jours après la fin de la guerre en Israël. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé astrologiquement, conceptuellement? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Quels étaient les enjeux? On peut voir ça de différentes façons. Soit il s'agit, si on compare la guerre des 6 jours, par exemple, à un événement comme 1989, avec la chute du mur de Berlin. Eh bien, ça ne suffit pas, parce que dans les deux cas, on peut lire les événements de façon opposée. Qu'est-ce qui s'est passé en 67? Qu'est-ce qui s'est passé en 89? Est-ce que nous avons affaire à un phénomène qui correspondrait à une sorte de besoin d'oxygène, besoin d'espace, refus d'être enfermé, d'être cloîtré? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit avant tout du déclin d'un empire, ou du moins de sa mise à mal, en ce qui concerne le monde arabe, qui va perdre des territoires à la suite de la guerre des 6 jours, dans le Sinaï, dans le Golan, et surtout en Cisjordanie, et surtout à Jérusalem. Ou bien, par exemple, la Russie, qui va perdre aussi ses pays satellites. Est-ce l'échec d'un empire, de certains empires, ou est-ce que c'est avant tout la volonté de respiration de la part des pays qui s'émancipent ou qui gagnent de l'espace, gain d'espace? Alors, moi, j'ai envisagé ces deux grilles de lecture, évidemment, et comme ça correspond à des configurations semblables sur le plan de l'astrologie que je développe, on ne va pas les interpréter de façon opposée. Donc, quel est le point commun entre 67 et 89? Et je répondrai
au regard de ma réflexion globale sur l'histoire du XXe siècle, au regard de ma théorie générale de la cyclicité et des temps de la cyclicité et de la progression dans la cyclicité, je dirais que, au bout du compte, avec le recul, qu'est-ce que c'est que le recul? Ça veut dire qu'il y a des choses du même ordre qui se reproduisent. C'est ça l'intérêt du recul. C'est pas le recul par rapport à un événement X. Le recul, c'est parce que on a plus d'événements qui se sont suivis par la suite, qui permettent de comprendre mieux la perspective. Donc avec le recul, je dirais qu'en 67, Israël a gagné de l'espace. Alors, on sait que le mot espace a été utilisé par les Allemands à l'époque de Hitler. C'est le fameux Raum, qui donne en anglais le Raum, l'espace, Lebensraum, un espace de vie, besoin de respirer. Donc, un processus de claustration qui est devenu insupportable et qui implique de faire éclater les frontières, les limites dans lesquelles on se trouve. Il faut rappeler, par exemple, qu'avant 67, il y avait des endroits du territoire israélien qui ne comportaient que quelques dizaines de kilomètres de largeur. Et au-delà, on avait déjà la frontière d'un autre pays qui était en l'occurrence le royaume de Jordanie. Dans le cas de 1989, il est évident qu'on peut aussi lire un refus d'être enfermé derrière le mur de Berlin, de ce qu'on appelait le rideau de fer. Le mur, d'ailleurs, le fait de détruire le mur, c'est tout à fait typique d'une volonté d'avoir un plus grand espace, d'avoir un peu plus de respiration. Donc, ces deux événements, ces deux dates correspondent à une plus grande respiration pour certains pays, aux dépens d'autres éventuellement, qui les tenaient un peu à la gorge. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, c'est le rôle des femmes dans ce processus alternatif de ce que j'ai appelé l'altérité intérieure et l'altérité extérieure. En fait, la femme est à l'interface entre ces deux altérités. Elle est à la fois de l'ordre de l'altérité intérieure et de l'ordre de l'altérité extérieure. Puisqu'elle est à la fois autre, mais en même temps, c'est un autre qui nous permet de nous enfermer, si on peut dire. Nous enfermer dans le couple, nous enfermer dans la famille. Et donc, quelque part, elle peut jouer sur les deux tableaux. Aller constituer le couple, c'est à la fois s'ouvrir et se fermer. Donc c'est un état intermédiaire. La femme serait une entité intermédiaire entre le moi individuel de l'homme, qui serait déjà marqué par une forme d'altérité intérieure, et la société globalement, le monde globalement, qui évidemment est de l'ordre de l'altérité extérieure, et la femme serait à l'interface entre ces deux plans. D'où son importance, puisque elle symbolise à la fois, elle symbolise deux choses complètement contradictoires. Alors on parlait tout à l'heure de contradiction et de diversité de lecture, ben là on est servi. Et vous imaginez bien qu'à partir de là, à quel point il est difficile de s'y retrouver. À quel point les différentes recherches peuvent conduire à des lectures opposées. Justement du fait de l'ambivalence et de l'ambiguïté des phénomènes que nous étudions.